C'était le 14 septembre 1822, soit il y a un peu plus de 200 ans. Champollion, Jean-François de son prénom, annonce à son frère « Je tiens l'affaire ». Le Français réussit l'impossible. Il a trouvé la clé des hiéroglyphes égyptiens. Pour ce bicentenaire, le Collège de France lui rend hommage avec une exposition. Bonsoir Jean-Luc Fournet. Bonsoir. Vous êtes papyrologue, vous êtes professeur au Collège de France et surtout vous êtes le commissaire de cette exposition à voir en ce moment dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, donc ce week-end, et jusqu'au 25 octobre. C'est gratuit, donc il faut en profiter. Alors cette exposition, c'est vous qui l'avez organisée. Vous êtes papyrologue et non égyptologue. Et je crois qu'il y a une petite guéguerre entre les deux. C'est vrai ou pas ? Disons pas une petite guéguerre, mais le papyrologue intervient un peu au moment où le papyrologue ou l'égyptologue s'efface. C'est-à-dire qu'en fait, le papyrologue s'intéresse avant tout à l'Égypte gréco-romaine qui a succédé à l'Égypte pharaonique, même s'il y a eu une période, disons, où la culture pharaonique a continué à exister en même temps que l'État gréco-romain se développait. Voilà, donc nous sommes de plus en plus habitués à dialoguer entre nos deux disciplines. Alors là, c'est plus qu'un dialogue, puisque c'est une mise à l'honneur de Champollion, qui a des liens quand même très forts avec le Collège de France, puisqu'il a été nommé lui-même professeur du Collège de France en 1831. Pour vous aussi, c'est une figure incontournable ? C'est une figure effectivement tout à fait importante parce que on a du mal à se rendre compte quel a été l'impact de la découverte de 1822. Quand Champollion a annoncé en septembre 1822 qu'il avait trouvé la clé des hiéroglyphes, ça a été disons un choc du fait même de l'importance de cette découverte. Oui, parce que la langue, l'écriture avait disparu. Non, elle existait, mais on ne savait absolument pas ce que cela voulait dire. Pendant plus d'un millénaire, comment vous l'expliquez ? Eh bien, écoutez, la dernière inscription hiéroglyphique date du IVe siècle. Et donc, entre le IVe siècle après Jésus-Christ et 1822, eh bien, on a été dans l'incapacité de pouvoir lire les hiéroglyphes. Et donc, ne pouvant lire les hiéroglyphes, l'incapacité de pouvoir reconstituer la civilisation pharaonique, de pouvoir l'apprécier tout simplement. Et donc, ça a été un silence total, et c'est pour ça que en 1822, grâce à la découverte de Champollion, l'Égypte ancienne retrouva la parole, ce qui est d'ailleurs le sous-titre de notre exposition. Voilà, cette exposition, on va en voir quelques images évidemment lors de cet entretien. Alors il y a une trouvaille décisive, celle qui va aider Champollion, c'est la pierre de Rosette. Elle est découverte en 1818. On voit dans cette exposition une copie de la pierre de Rosette, puisque la vraie est au British Museum. On le rappelle pourquoi ? Eh bien, alors, effectivement, elle a été trouvée pendant la campagne d'Égypte de Bonaparte, et malheureusement, la campagne d'Égypte s'est mal terminée pour les Français. Les Français ont capitulé en 1801, et les Anglais, disons, ont récupéré la pierre de Rosette comme trésor de guerre. Et c'est pour ça qu'elle est partie au British Museum. Heureusement, les Français avaient eu le temps de faire des copies, et notamment la copie qui figure dans cette exposition, qui est une copie historique, qui a été faite sur place, et qui a servi aux savants pendant une vingtaine d'années à leurs travaux justement sur les hiéroglyphes. Alors c'est la pierre angulaire, si j'ose dire, vraiment de cette découverte. Pourquoi elle était essentielle ? Elle était importante car c'est la première fois que l'on avait un texte bilingue. Puisque la pierre de Rosette, je le rappelle, est écrite en égyptien et en grec, l'égyptien lui-même étant écrit en deux écritures, c'est-à-dire les hiéroglyphes dans la partie supérieure et le démotique, qui est une espèce de cursive des hiéroglyphes, dans la partie médiane. Et enfin, comme je le disais, le texte est en grec. Donc, on avait le grec, évidemment, en 1799, quand on a trouvé la pierre de Rosette, était une langue bien maîtrisée. On a pu tout de suite savoir de quoi il s'agissait. C'est un décret qui a été fait en l'honneur du pharaon Ptolémée V. On s'est rendu compte que le texte qui était au-dessus était écrit en égyptien et qu'on allait peut-être trouver la solution de ces hiéroglyphes qu'on cherchait depuis 1500 ans. Oui, parce que tout est dans le peut-être. On pourrait se dire que c'était facile, puisque finalement, il y avait un texte bilingue, et il y a une course qui s'est organisée en Europe. Alors pourquoi Champollion, il a gagné cette course ? Alors, il a gagné cette course parce qu'en fait, pendant, disons, entre 1799 et 1822, les personnes qui se sont intéressées à la pierre de Rosette ont essayé, disons, de travailler sur les récurrences de certaines séquences
pour les faire correspondre entre la partie démotique ou la partie hiéroglyphique, qui malheureusement est perdue sa partie supérieure, et la partie grecque. Et donc on a réussi à identifier des signes qui revenaient et à leur donner leur valeur phonétique. Mais identifier la valeur phonétique de signes ne veut pas dire qu'on arrive à comprendre la langue. Et Champollion, lui, a mis à profit sa connaissance du copte, c'est-à-dire en fait le dernier stade de la langue égyptienne qui était écrite en écriture grecque, pour comprendre ce qu'il y avait derrière les hiéroglyphes, reconstituer la structure de la langue, la grammaire de la langue et son lexique. Donc et c'est grâce au copte. C'est à la fois la pierre de Rosette qui a été une espèce de déclencheur, mais ce déclencheur ne permettait pas réellement de trouver la solution sans le copte. Et cette langue copte, elle existe toujours. Alors, elle n'est plus parlée, elle existe surtout d'un point de vue religieux. Voilà, c'est-à-dire que c'est effectivement... Alors le copte est, disons, est la langue des chrétiens d'Égypte et c'est maintenu encore de façon un peu artificielle dans la liturgie actuellement. Les livres de messe sont écrits en arabe et en copte. Il y a des chants en copte, mais la langue copte, depuis au moins le XVIIe siècle, n'est plus naturellement parlée. Alors, ce qui est intéressant dans cette exposition, donc, qui est à voir au Collège de France, c'est que vous montrez aussi tous ceux qui ont travaillé, qui ont essayé de déchiffrer les hiéroglyphes, qui n'y sont pas arrivés. C'était avant la pierre de Rosette. Et il y a un personnage, notamment le père Kircher. Alors, pourquoi lui, il est important? Pourquoi vous avez décidé de le mettre à l'honneur dans cette exposition? Bien parce qu'en fait, c'est le premier qui a essayé de déchiffrer systématiquement les hiéroglyphes. Et donc, le père Kircher est un jésuite qui vivait au XVIIe siècle, qui a fait la plupart de sa carrière à Rome justement, qui est une ville connue pour ses obélisques, puisque les empereurs romains avaient importé des obélisques pour décorer Rome, et ces obélisques ont été redécouverts au XVIe siècle et érigés, et notamment un de ces papes, Innocent X, a souhaité ériger Piazza Navona, un obélisque, en donnant aux Berlins la possibilité de décorer la place, et il a demandé à Kircher de traduire cette inscription. Donc Kircher s'est mis à travailler sur les hiéroglyphes, il a amassé de façon assez systématique tout ce qu'on savait sur l'Égypte, tous les matériaux égyptiens, tous les monuments avec des hiéroglyphes qui étaient connus à l'époque, et il a essayé de les interpréter. Malheureusement, il a hérité des Grecs une conception fausse des hiéroglyphes, selon laquelle les hiéroglyphes est une espèce d'écriture mystique, héritée, qui transmettait un message divin. Et donc, pour lui, les inscriptions hiéroglyphiques ne pouvaient parler que de secrets de la nature, de choses mystérieuses, etc. Il est passé totalement à côté. Il est passé totalement à côté. Et il y a plusieurs cas, comme le père Kircher? Il y en a eu un certain nombre, effectivement. Au XVIIIe siècle, par exemple, on s'est aussi amusé à voir dans les hiéroglyphes une écriture qui a donné naissance au chinois. Et donc, on a fait des rapprochements entre le chinois et les hiéroglyphes. Vous imaginez ce que ça a pu donner. Donc, il y a eu un certain nombre de théories plus ou moins farfelues qui n'étaient pas assises, disons, sur une méthode philologique solide. Et c'est pour ça que cette méthode philologique solide, il faut attendre le 19e siècle, il faut attendre Champollion notamment pour qu'elle donne ses résultats. Alors Champollion, on l'a dit, il était professeur au Collège de France, première chaire d'égyptologie, et il y a sa statue qui est donc sur le site, et vous avez voulu mettre en avant cette statue, et surtout celui qui l'a créée, un certain Arthur Bartholdi, on le rappelle, c'est lui qui a créé Alors Bartholdi a été le sculpteur de la statue de la Liberté à New York. Donc c'est un personnage, on connaît tous la statue de la Liberté, on sait moins qu'elle est due à Bartholdi, mais Bartholdi avait créé avant la statue de Champollion, la statue qui se dresse actuellement dans la cour d'honneur du Collège de France, et donc est une création de 1875 de Bartholdi. Et c'est une statue qui est fort belle, mais qui malheureusement ces dernières années a suscité la polémique du fait même de la position de Champollion. On le voit avec un pied qui foule une tête de pharaon, et disons que certains discours postcolonialistes ont essayé d'y voir le colon qui assoit sa domination sur sa domination, alors qu'en fait dans l'esprit de Bartholdi ce n'est pas du tout ça, et l'exposition et le catalogue qui accompagne l'exposition le met bien en valeur, avec notamment un chapitre qui est dû à Julien Aubert de la Pierre, et Bartholdi en fait
fait à récupérer le mythe du Sphinx, le mythe grec du Sphinx, ce monstre qui terrorisait la région de Thèbes en posant des énigmes. Et donc Champollion en fait terrasse la tête du Sphinx, c'est-à-dire l'énigme des hiéroglyphes que lui, Champollion, a vaincu. Bien sûr, et c'était important pour vous de le rappeler, de le souligner dans cette exposition. Alors, cette exposition, elle s'adresse à tous. Je rappelle que c'est jusqu'au 25 octobre. Et il y a un petit livret qui est fait pour les enfants. C'est important, ça fascine encore la jeune génération. Tout à fait. L'égyptologie et l'Égypte en règle générale, l'Égypte ancienne, fascine. Et donc, on a énormément d'auditeurs qui viennent aux conférences ou aux cours du Collège de France. Et il suffit de voir la bibliographie dans le domaine. Il y a un côté chauvin aussi, parce que c'est Champollion, parce que c'est la France. Il y a ça. Mais je pense que ça remonte, là encore, je parlais tout à l'heure de la vision que les Grecs ont eue de l'Égypte, une Égypte de sagesse, de mystère, etc. Il reste un peu de tout ça, et je pense que dans l'esprit du grand public, on s'intéresse à l'Égypte aussi pour cette raison, qui n'est pas toujours une bonne raison. Merci beaucoup Jean-Luc Fournet, vous nous donnez envie donc de découvrir cette exposition qui se déroule en ce moment au Collège de France, Champollion en 1822 et l'Égypte ancienne retrouve à la parole. C'est jusqu'au 25 octobre et avec un cycle de conférences, une lecture de la leçon inaugurale de Jean-François Champollion. C'est un moment important pour un professeur Exactement, c'est un comédien donc qui va lire la leçon inaugurale qui sera donnée comme ça en direct pour la première fois dans son intégralité. Voilà, c'est le comédien Nicolas Bouchot, ce sera le 22 septembre à 18h. Alors tout est gratuit, tout est enregistré pour vous qui nous regardez à travers le monde. Eh bien, vous pourrez aller sur le site du Collège de France pour découvrir cette exposition et toutes ces conférences qui sont autour de Champollion. Merci encore d'être venu dans 64 minutes.